Les cabanes de cantonniers et les caches des bûcherons de Sainte-Menehould se sont avérées inconfortables. Et après avoir traîné mes grolles dans 3-4 régions de France, compagnon trimard, et jeté un coup d'œil au-delà des frontières, je rentre au bercail. Une fois de plus, il s'agit de passer 5 mois d'hiver à l'intérieur de Paris, immense caravansérail des désespoirs et des miracles quotidiens. Y trouver chaque jour de quoi manger et boire son comptant, le substantiel, et chaque nuit un asile tranquille, au sans souci, tout en y menant, bien sûr, vie joyeuse et pleine. Et je rigole parce que pour le flic qui réglemente la circulation, je suis un vagabond qui rentre au port, la gueule râpeuse, les épaules voûtées, la canadienne crasseuse, les godasses en perdition, le ventre creux, la musette vide et une récente levée des coups en poche. Et je vais essayer d'écrire un livre. Je pourrais obliquer vers la droite ou vers la gauche, retrouver ce qui reste de la zone, y chercher dès ce soir un gîte dans les communautés de villas en tôle ondulée des chiffonniers, ou faire le grand tour de la capitale comme les relégués interdits de séjour qui campent à Gennevilliers, à la lisière du département, et rôdent aux abords des boulevards extérieurs, n'osant se décider à pénétrer dans le labyrinthe dangereux des couloirs macadamisés. Je pourrais aller m'installer en honnête compagnie dans les carrières de Montreuil, ou tant d'abris proches de la banlieue. Mais je ne peux résister à l'envie de remonter tout de suite l'avenue d'Italie, de marcher plus vite vers les quartiers vivants, malgré les interminables boulevards vides, la traversée de Paris étant plus longue que celle d'un département. Je ne jette qu'un bref coup d'œil vers les bistrots tabac. Je lorgne en vitesse les autobus, les platanes, les pissotières. Je hume tout surpris l'odeur de l'essence et de la grosse bête citadine. Je me hâte. Tant pis pour ce soir. Encore une fois, je la sauterai. Mais j'ai trop envie de voir la gueule d'un copain, de connaître l'indicible plaisir naïf d'entrer dans un café familier, de serrer des mains, de dire du ton le plus tranquille « Comment vas-tu ?» de jouer à l'innocent personnage qu'une absence d'un an ou deux laisse indifférent et qui se remet à sa belote comme à une partie interrompue la veille. Plaisir fugace d'ailleurs, car 10 minutes après, je raconte ma vie. 2 heures après, tout le monde sait par quels aventureux avatars j'ai réalisé le tour de force quotidien de la vie. Et on en redemande. Et je suis tout prêt à recommencer mon récit. Car les plus sérieux des auditeurs ont droit aux détails, à la récolte des expériences accumulées, jamais inutiles, sur le vagabondage. Les bistrots sont faits pour ça. Parvenu au Pont Neuf, peu importe leur tardive, je suis chez moi, au cœur de mes appartements. Je m'assieds sur un divan de pierre, je fume une cigarette. C'est le départ d'un nouveau voyage, tout aussi fructueux et excitant, dans les dédales de la capitale de tout temps mystérieuse, dans les bas-fonds, sous les toits, le Paris interdit au public, le Paris à l'envers. Connaissance de Paris que j'ai faite par les filles, par un des rares métiers auxquels je me suis livré. Je veux dire celui de maîtreur d'appartement, à l'époque bénie où les chômeurs ou tous les architectes et exploiteurs d'immeubles avaient besoin d'une armée de nègres, jeunes et cavaleurs, étudiants des beaux-arts ou garçons coiffeurs en rade. Ces messieurs, ramasseurs de gros pognons, ayant dû omettre lors de la construction de leur termitière affreuse de l'achat de leur cage à étagère, de garder les plans et devant alors faire mesurer pièce par pièce
pouce par pouce, des surfaces pas encore corrigées. Mais pendant plusieurs mois, j'avais fait la découverte d'un Paris baroque, l'inconnu des derniers retranchements intimes. J'avais, comme le héros romantique, soulevé le toit couvercle des maisons et regardé dedans, à l'improviste, pénétré comme par effraction dans les chambres, cambriolé les armoires, fouillé les garde-robes, surpris les gens à table, à la fenêtre, à la radio, à la cuisine, à la lecture des journaux, à l'amour, au cassage de vaisselle, au raccommodage, au lessivage, aux chiottes, au bidet, mis le nez dans les minutes familières de la vieille fille qui allait de ses chats, de la femme honnête qui dit confidence, de la boniche qui presse ses points noirs, du vieux qui tricote ses souvenirs, contempler des décors identiques, malgré de légères différences de couleurs, d'agacement et de désordre, poser mes pieds sur les mêmes linots de tapis brosse, quand ce n'était pas des patins, ma grande joie, et mes mains sur les mêmes papiers peints, bousculer les mêmes coussins soigneusement ébouriffés, frôler les mêmes légères et mères de famille au même tablier et même regard éteint d'accoutumance au boulot, chez soi, tant et tant que j'en avais ma claque. Redescendais 4 à 4, cavaler dehors pour constater une fois de plus que le spectacle est dans la rue. Mais dans le tas, malgré tout, les originalités ne manquaient pas. Découverte d'une champignonnière installée dans un appartement 3 pièces. Dès l'entrée, une forte odeur d'humus et de feuilles mortes collées aux narines. Et j'aurais dû enjamber dans une obscurité humide des monticules de pierre où pustulaient des taches blanches. Je préférais renoncer à prendre des mesures, mais non à interviewer le bonhomme qui m'offrit un blanc doux dans le vestibule. Et il m'expliqua qu'étant locataire depuis plus de 30 ans, il avait tous les droits, y compris celui de transformer les plaintes de plancher en bâtis hétéro à limaces. Je ne tentais pas de le contredire, me contentant de lui demander si ses cultures rapportaient de quoi vivoter selon lui. En sortant de là, je me demandais si la prochaine porte ne s'ouvrirait pas sur un parc à vitres ou une fabrique de femmes troncs. Et j'en finissais pas de raconter mes impressions sur une volière découverte quelque part à des buts de Chaumont, un atelier d'artistes plein d'oiseaux en liberté, sans la moindre trace de cage, immense hangar à la baie vitrée le matin même, à la baie vitrée, ahurissant de cris et de couleurs, comme si on y avait lâché le matin même tous les chanteurs, siffleurs et fondeurs du Quai du Louvre, une véritable merveille, au milieu de laquelle j'aurais volontiers passé l'après-midi pour tenter d'en évaluer le nombre, d'en faire la nomenclature. Si le type, un homme jeune au regard étrange, m'avait permis d'entrer autre chose que la tête dans l'embrasure, et tout de suite repoussé dans son antichambre qui faisait sas l'écran de protection. Je lui en veux de m'avoir interdit un tel spectacle. Comme ce Lyoc, qui possède la plus belle collection d'érotique que j'ai jamais vue. Sa chambre mansardée en était pleine. Livres, manuscrits, statuettes, objets divers, photos, gravures, y compris un grand livre de recettes administratives où était calligraphié avec soin et art la reproduction de tous les graffitis de pissotières et autres endroits de solitude ad hoc, dont certains en langue étrangère, dont je ne pus saisir tout le charme, mais la plupart en argot. Ce cahier devant représenter le travail consciencieux de dizaines d'années et un nombre incroyable de stations, debout assis, dans les lieux dits des anses. Et un tas de grands cartons, plein de gravures exotiques, assez banales à mes yeux, étant donné l'étonnante identité d'aspect que présentent les sexes des hommes ou femmes répartis dans l'univers, mais remarquables par le nombre. Et je le félicite ici, pour ces photos d'époque héroïque, jaunes et pâlies, mais vivantes, où des messieurs à fixes chaussettes et moustaches en gros se livrent fort dignement à des ébats fantaisistes sur les diverses parties du corps de nymphes à chevelure pâtissière. On faisait boire une liqueur douce, peut-être aphrodisiaque, servie dans une carafe phallus, dont le bouchon se déglandait judicieusement, et défaisait tous ses cartons, fauchés probablement dans les débuts de son ministère, soulignait du doigt les détails que j'aurais eu mauvaise foi à ignorer. Mais malgré la chaleur évidemment communicative de ses collections, il n'y avait pas de poêle dans sa chambre, et mon collègue s'impatientait dans l'escalier. C'est la nuit que la faim prend en traite. Car le jour apporte des distractions, fomente des rencontres, excite la curiosité, tandis que la solitude, le silence, une inaction relative, la fatigue de la marche font brusquement penser. Une idée qui vient comme un cheveu sur quel sou. Penser à une station tranquille sur une banquette de Moleskine, un verre de rouge ou un sandwich, un œuf dur, un tas de
croissant, à Paris, la faim prend des proportions gigantesques. Parce qu'on sent les victuailles. Ce mot atroce, si proche, d'entrailles, derrière chaque mur, chaque fenêtre, entassée, rangée, étiquetée ou dispersée, abandonnée, cachée. Une des principales attirances de l'affamé est celle des menus crochés à la vitrine des restaurants, qui le captent de loin, de l'autre côté de la rue, l'aimantent, le rivent oculairement à leur lecture lente, et qui sont de véritables poèmes, poésie pure, vivante, charnelle. Les vocables et expressions ne parlent plus à l'âme, mais à l'estomac. Leur rythme ne contractant plus la matière grise, mais la moelle épinière et les sucs gastriques, et dont la répétition à voix haute n'est plus tonalité illusoire, mais fluidité salivante et humectante. On se surprend à le dire tout haut, j'ai faim. Ça devient une expression, un son double, une onomatopée dont la prononciation étonne, dont le sens devient fugace, insaisissable, un vocable étranger qu'il faudrait chercher dans le dictionnaire de la mémoire. Facticité d'un langage familier. Mais quand on a choisi sciemment ce genre d'existence, ce modus vivendis, qu'on a dit merde, une bonne fois pour toutes, à l'avenir, on a refusé de prendre une assurance vieillesse. Évidemment, on n'a guère le droit de gueuler contre la faim, c'est le jeu. À chaque fois que ça m'arrive, je la boucle. Je tais mes commentaires. J'évite la compagnie des bien nourris. Je rejoins les copains qui savent à quoi s'en tenir et qui, eux aussi, parlent d'autre chose. Mais dans cet immense foutoir qu'est la capitale, il y a des hommes qui crèvent de faim, à qui on n'a pas demandé leur avis, se foutent pas mal des beautés de la liberté et de la marche à pied. On misait sur l'avenir et le boulot bien fait qui rapporte l'aisance, celle de la fosse, et dont on apprend du bout des yeux le décès dans la colonne des faits divers, vieux et vieilles morts, solitaires, dans un taudis innommable, ou rongés tout vivants sur leur cravate par des rats. Et je ne parle pas ici des clochards, des arabes, des vieillards d'hospice qui devraient payer 5 ou 600 francs par jour pour avoir droit à la bouffe et au pieux. Et pour tout cela, c'est perdu d'avance, depuis l'enfance. Ceux-là qui savent, qui peuvent compter les jours avant l'extinction, n'ont aucune chance d'en sortir, de gagner du temps, de trouver une sortie, de gratter une semaine de boni. Et ce ne sont pas toujours des vieux. Et il y a ceux qui préfèrent se suicider, en cachette ou sous le métro, pour, dans un sursaut de révolte naïf, entraver la circulation. Mais des restos qui s'éparpillent au nord des Halles, dans ce quartier mystérieux des rues Greneta, du Souk, Paris Stuart, avec un nom comme le sien, mais garni à clochard, ce qui surprend un peu, et Tic-Top. Surtout où se trouve le bœuf brossel et le bon bouillon, salle commune basse, où les hommes pauvres mâchent et déglutissent dans un cliquetis de ferraille et de coups sourds, mais en silence. Chacun étant là pour soi et ne s'occupant que de sa propre affaire, sacrément importante. Les seules parlottes ne sont qu'échanges de grognements ou d'habileté. Et je regrette pourtant chaque fois que je mis à table de ne pas avoir de bigophone enregistreur pour capter et conserver ce boucan de soupe populaire et ces mêmes conversations, telles celles de mes deux voisins d'un jour. Un monsieur fort, digne, portant col cassé, lorgnon à ficelle noire, manche gluante, mes doigts ornés de chevalière qui, s'adressant à son vis-à-vis, clochard de la belle espèce, Je vous prie, mon bon ami, voulez-vous me passer la poivrière? s'entendit répondre: tiens, du con, c'est toi l'oignon. J'ai vu là 2 ou 3 cas de boulimie, type ayant pour une raison quelconque touché, trouvé, ramassé ou trombiné la grosse somme, 1 ou 2 billets de 1000 et, venant les bouffer là, à table, pendant 2 heures, reprenant 4 ou 5 fois de chaque plat et ingérant à grande vitesse, laissant les voisins souffler et même pas jaloux, buvant force litres de rouge sans sourciller et à la fin, s'endormant repu, gonflé, l'amilard, l'esprit inconscient, les cuisses écartées, la tête dans les bras, rôtant et ronflant, le corps plus vivant que le cerveau, digérant avec volupté, et qu'il fallait traîner dehors et poser sur un diable pour balayer la salle. J'y prenais mon plaisir, là, tous les matins, mange-tôt dans ces restos, qui se conservent, créchant à l'hôtel des Vosges, chez Galopin, à côté à l'angle de la rue du Soule, et picolant à la petite journée dans les bistrots circonvoisins, au Diable Vert, fréquenté par les porteurs nord-africains, au Vélocipède rue Turbigo, et surtout au cave Tic-Top, magasin vide dont j'ai été longtemps l'unique client. Et quand je n'avais pas les 80 balles nécessaires à un repas honnête,
J'avais le garde-manger idéal à portée de la main et les mille et une convives sur le trottoir devant la porte. Le paradis des cloches. J'ai rencontré sans chien, sans canne, sans pancarte, pitié pour les désespérés, devant qui la foule s'écarte. Sur le pont Neuf, j'ai rencontré l'ancienne image de moi-même, qui n'avait Dieu que pour pleurer, de bouche que pour le blasphème. Sur le pont Neuf, j'ai rencontré cette pitoyable apparence, ce mendiant accaparé du seul souci de sa souffrance. Sur le pont Neuf, j'ai rencontré, fumé aujourd'hui comme alors, celui que je fus à l'orée, celui que je fus à l'aurore. Sur le pont Neuf, j'ai rencontré, semblante d'un vent de jeunesse, cet enfant toujours effaré, le fantôme de ma jeunesse. Sur le pont Neuf, j'ai rencontré 20 ans l'empire des mensonges, l'espace d'un miséréré, ce gamin qui n'était que songe. Sur le pont Neuf, j'ai rencontré ce jeune homme et ses bras déserts, ses lèvres de vent dévorées, disant les airs qui le brisèrent. Sur le pont Neuf, j'ai rencontré Baladin du ciel et du cœur, son front pur et ses goûts outrés dans le cri noir des remorqueurs. Foyer chaleureux avec les tisons entrecroisés de tes rues et les vieilles maisons qui se penchent au-dessus et se réchauffent comme des aïeuls. Et voici des affiches, du rouge, du vert, multicolores, comme on passait, bref, du jaune. Jaune, la fièvre couleur des romans de France à l'étranger. J'aime me frotter dans les grandes villes aux autobus en marche. Ceux de la ligne Saint-Germain-Montmartre m'emportent à l'assaut de la butte. Les moteurs beuglent comme des taureaux d'or. Les vaches du crépuscule broutent le Sacré-Cœur. Oh, Paris. Gare centrale, débarcadère des volontés, carrefour des inquiétudes. Seuls les marchands de journaux ont encore un peu de lumière sur leurs portes. La compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens m'a envoyé son prospectus. C'est la plus belle église du monde. J'ai des amis qui m'entourent comme des garde-fous. Ils ont peur quand je m'en vais, que je ne révèle plus. Toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux horizons avec les gestes piteux et les regards tristes des sémaphores sous la pluie. Les rues de Paris ont un côté gauche et un côté droit, comme nous. Le côté gauche d'une rue de Paris est celui où les numéros impairs des maisons croisent à votre gauche quand vous marchez. Le côté droit d'une rue de Paris est celui où les numéros pairs des maisons croisent à votre droite quand vous marchez. C'est une règle générale. Quand je me promène dans une rue de Paris, je prends soin de noter si cette condition est satisfaite. Une condition qui ne serait pas valable pour les maisons de la ville de Reus en Catalogne, où c'est le contraire, une manière comme une autre pour cette ville d'affirmer sa singularité. À Col-Minervois, il n'y a qu'une seule numérotation pour toutes les maisons de la ville. Ils n'ont pas de côté gauche ni de côté droit dans aucune rue. Ici se trouve qu'une rue de Paris n'a de numéro que d'un côté. Selon la parité de ces numéros de ce côté-là sera le gauche ou le droit, et les non-maisons de l'autre côté porteront toute une absence de numéro qui sera impair si le côté est de gauche et pair dans le cas contraire. Je reconnais que les rues sans maison et les rues qui n'ont que des maisons sans numéro me préoccupent. Mais j'arrête là ce poème à cause de sa longueur. Bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire sur les rues de Paris. Mais dans quelques mille ans, le temps fera broncher comme un loup fait un bœuf cette carcasse lourde, tordra ses nerfs de fer et puis qu'une dent sourde rongera tristement ses vieux os de rocher. Bien des hommes de tous les pays de la terre viendront pour contempler cette ruine austère, rêveurs, et relisant le livre de Victor, alors ils croiront voir la vieille basilique, tout ainsi qu'elle était, puissante et magnifique,
se lever devant eux comme l'ombre d'un mort. Sacré-Cœur, Sacré-Cœur, je te vois, ô biberon, avec ta grosse tétine en forme de croix. Sacré-Cœur, mais vous êtes 7 biberons, je vous aperçois très bien du bas de la pente, square Saint-Pierre, 3 petits biberons, 3 moyens biberons et un gros. C'est le soir, la gloire du ciel s'écarte pour que les anges viennent téter 3 petits biberons, 3 moyens biberons, mais toi, ô biberon, tu es pour l'enfant Jésus. Ah. Dans le métro, ça y sent mauvais. Hein. On a l'hydro d'y rien faire. Hein. Défense de cracher du sang, défense de fumer des harengs. Les places tamponnées 7 et 8 sont réservées aux squelettes et aux lépreux et aux jésuites par ordre de priorité. Bonjour, et là il faut qu'on jette tes cadavres dans la toilette. Et au Luxembourg c'est pareil, on n'a pas le droit de goûter l'oseille, faut pas goûter les sacs en laisse, faut pas marcher sur le curé. Et pour se reposer la fesse, faut que la chaisière se soit étirée. Viens au bistrot, c'est bien plus chouette. On peut apporter sa cuvette, on peut cacher tout ça qu'on veut. Laissez les cercueils se marrer, danser le swing sur le curé et fumer des têtes coupées. C'est dit pas mieux. C'est dit pas mieux. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que saint plan soit parmentier, que ta volonté soit place des fêtes, que ton règne arrive sur Voltaire comme sur Celle. Donne-nous, Gallieni, notre arbre Martin, et ne nous soumets pas à la Convention, qu'embranle-nous nos défenses comme nous odéons à ceux qui nous ont maraîchés, et livre-nous des halles, Léo Ménil. Antoine Dezel. Nicolas Martel. Joyeux Noël, dimanche.